Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus nous écouter et merci beaucoup à Sunnytech pour votre formidable accueil. On est ravis d'être là avec Pauline. Merci à la conférence et à tous les organisateurs, organisatrices. C'est vraiment super comme conférence. Pauline et moi, aujourd'hui, on vous propose de nous intéresser aux revues de code. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir été vexé par un commentaire d'un collègue sur votre code? Est-ce que vous avez passé plus de temps à y réfléchir qu'à corriger la typo ou le petit bug qu'on vous a relevé? Et peut-être que dans votre équipe, les pull requests s'entassent, personne ne fait de revue, et puis quelqu'un finit par merger tout sans approval. Peut-être que ça arrive. Avec Pauline, on vous propose de partager avec vous comment ça se passe dans notre équipe pour parler un peu de nos expériences. Je m'appelle Anne-Laure, je suis développeuse back chez Bedrock, qui est un éditeur de logiciels de streaming à Lyon. Je suis membre du réseau Duchesse et mon équipe chez Bedrock, c'est l'équipe des Picsou. Je suis Pauline, je suis développeuse back également chez Bedrock. Je suis plutôt assez bruyante et maladroite. Je suis également membre Duchesse, donc entre parenthèses, les Duchesses, c'est une association qui favorise les femmes dans la tech. Et surtout, c'est un super groupe de soutien où on se plaint des gens qui ne sont pas très sympas, ou des fois on s'encourage. Et chez Bedrock, je fais partie de l'équipe Calcifer. Cette conférence, elle a une histoire. Je l'ai donnée en novembre 2022 à deux événements. Donc à un meet-up Duchesse justement, et puis à la FUP, qui est une conférence organisée, au Forum PHP, qui est une conférence organisée par la FUP. J'ai parlé pendant 20 minutes de revue de code, et plus particulièrement d'une posture mentale qui nous permet de réduire l'affect quand on s'exprime par écrit à nos collègues, et d'un standard qui nous permet de rédiger des commentaires plus efficaces. Donc j'y raconte que je quitte une petite entreprise de 10 personnes où on se connaissait tous très bien pour rejoindre un grand groupe avec des dizaines et des dizaines de développeurs et développeuses. Et je savais avant d'arriver que dans mon équipe, tout le monde devait faire de la revue de code. Et avant d'arriver, j'étais un peu inquiète. Je me demandais quel regard mes futurs collègues allaient poser sur mon code, comment est-ce qu'ils allaient s'exprimer, comment est-ce qu'ils communiqueraient avec moi, et moi aussi, comment est-ce que j'arriverais à communiquer avec eux. J'ai découvert là-bas un standard adopté par l'équipe et qui m'a permis de mieux communiquer dans les revues de code et surtout qui m'a permis de progresser très rapidement sur le plan tech et sur le plan métier fonctionnel. Et puis, à l'issue de ces conférences, les questions qu'on me posait souvent, c'était aussi des questions autour de la pratique de la revue de code dans notre équipe. Comment on fait chez Bedrock pour faire de la revue de code et pour autant continuer à délivrer rapidement des features? Souvent, c'était des gens qui m'expliquaient que dans leur équipe, il n'y avait que eux qui faisaient des revues de code et qu'ils en avaient marre. Souvent, c'était les leads. Ils m'expliquaient aussi qu'au bout d'un moment, tout le monde en avait ras-le-bol et hop, on mergeait. J'en ai beaucoup parlé avec Pauline, qui à l'époque était une développeuse un peu plus débutante, dans une toute nouvelle équipe, qui réfléchissait beaucoup autour de la revue de code et comment la mettre en œuvre en fait, dans leur équipe. Et ça nous a donné l'idée de faire un épisode 2. On vous propose d'aller un peu plus loin sur ces différents sujets et notamment de se demander comment est-ce qu'on peut mieux interagir par écrit en limitant l'affect, comment est-ce qu'on peut faciliter la mise en place de la revue de code dans l'équipe pour que tout se passe du mieux possible et notamment aussi pour les débutants. Et concrètement, en fait, on va parler de quoi? Donc, tout d'abord, le prérequis qu'on a identifié avec Anne-Laure, qui est la fameuse posture qui vise à réduire l'affect et qui s'appelle Legoless Programming. Ensuite, le standard de communication qu'on vous présentera s'appelle les Conventional Comments. Vous connaissez certainement les Conventional Commits. Et bien, c'est le même principe. La théorie peut-être fumeuse de mon équipe, en tout cas, c'est que la revue, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, faut l'entraîner. Mais comme tous les muscles aussi, parfois, on a des crampes. Et on verra comment soigner les crampes, enfin, en tout cas, comment nous, on les soigne. Et après, moi, mon sujet chouchou, c'est d'accompagner les débutants, parce que comme l'a dit Anne-Laure, moi, je suis encore débutante, et du coup, il y a des petites choses à faire pour pousser vos débutants à faire de la revue. Mais d'abord, de quelle revue de code on va parler? Il y a plein de façons de faire la revue de code. Nous, ici, on va vous parler de la revue du delta du code, donc la différence entre le code en production et la feature que vous avez implémentée.
Donc sur GitHub, ça se présente de cette façon, en blanc ce qui n'a pas bougé, en vert ce qui a été ajouté. Et là, on peut voir un supercom de Nicolas Gricas, par exemple. Sur GitLab, en rouge ce qui a été enlevé, en vert ce qui a été ajouté, en blanc ce qui ne change pas. Donc en fait, on peut commenter le code qui va être ajouté ou enlevé et communiquer autour de ça. Pourquoi est-ce qu'on fait une revue de code ? On fait une revue de code pour améliorer la qualité et la lisibilité du code, pour potentiellement appliquer les standards adoptés par l'équipe, parce que des fois on a la tête dans le tunnel et on oublie, donc c'est bien, on peut le voir. On va détecter et corriger les bugs. Ça favorise la collaboration de l'équipe et du coup, de ce fait, on améliore l'équipe et on améliore le travail qu'on fournit. On va aussi former les développeurs et surtout, on va partager les responsabilités. S'il y a une bêtise qui passe, on est tous responsables parce qu'il n'y a pas que le développeur qui a fait son code, on l'a aussi tous lu et on est tous responsables si la faute elle est passée. Par contre, facilitons-nous la vie. La revue de code, c'est chiant. Je pense qu'il n'y a personne qui kiffe en faire, sauf certains barbus passionnés d'infos, quoi. Et du coup, tirons parti au maximum des outils automatisés pour tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour l'humain. L'indentation, franchement, j'en connais certains qui ont des linters dans les yeux. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc ça m'arrange bien que dans ma CI ou que j'ai à disposition des linters automatiques comme SolarLint ou CSFix. Utilisons des outils d'analyse statique de code qui permettent, sans exécuter le code, de trouver les vulnérabilités, les fuites mémoire, etc. Ça, c'est super. Et en plus, vous pouvez souvent ajouter des règles un peu homemade pour mettre tous vos standards d'équipe dedans. Donc SonarCube, Checkmarks, PHP Stan ou Psalm pour ceux qui utilisent PHP. Et tous ces outils, en plus, ils sont intégrables dans la CI. Donc vraiment, on peut avoir en un coup d'œil toutes ces infos qui, franchement, c'est un peu pénible de le faire à la main. Donc facilitons-nous la vie. Vous allez me dire, du coup, il n'y a pas de raison de souffrir, parce qu'on se pose des questions, on s'aide mutuellement, on partage l'information, on s'apprend des choses, parce que tout le monde est au courant de comment a été implémentée la feature. Et en plus, on partage la responsabilité en cas de souci. Sauf que des fois, on est humain et on se plante. Du coup, on a l'impression d'être plus compétent que les autres en les critiquant. On veut se rassurer en se montrant plus qualifié, en enfonçant son collègue, ou tout simplement, on est peut-être habitué à cette culture d'entreprise-là. Et du coup, on souffre. Pourquoi ? Les commentaires, ils sont laborieux à écrire ou à lire. Les maladresses, les incompréhensions, elles font perdre un temps précieux parce que, comme l'a dit Anne-Laure, on réfléchit plus longtemps à ce qu'a voulu transmettre notre collègue qu'à corriger l'erreur. On peut blesser ses collègues préférés, et ça, franchement, c'est pourri pour l'ambiance. Et les retours cruciaux, ils peuvent être noyés dans une longue liste de retours moins importants. Et franchement, du coup, c'est là où on perd en productivité et c'est là que la revue commence de pêcher. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire mieux, Anne-Laure ? Yes, oui, on peut tenter de faire mieux. Et un des prérequis, on pense avec Pauline, avant toute tentative de communication avec ses collègues, c'est la posture et l'attitude. Donc on vous propose de parler de Legoless Programming comme un prérequis, puis on vous parlera de Conventional Comments, donc d'un standard pour nous aider à rédiger des commentaires plus efficaces. Alors, Legoless Programming, donc quand on lit Legoless, la première idée qui nous vient en tête, c'est ça. Malheureusement, pas du tout. Donc Legoless, ça parle de l'ego. L'ego, c'est le sujet pensant, c'est le moi, c'est nous, enfin c'est nous-mêmes. Et donc l'idée de Legoless Programming, c'est de tenter d'avoir un ego, enfin de faire en sorte que notre ego ait moins d'impact sur notre comportement et nos interactions avec les personnes de notre équipe et puis pourquoi pas dans la vie en général. Donc ça, c'est une théorie assez ancienne. Ça a été théorisé par Monsieur Weinberg dans un livre de 1971. Voilà, l'idée, comme je l'ai dit, on va chercher à minimiser les facteurs personnels pour améliorer la qualité globale du projet. C'est vraiment le but ultime, de toute façon, c'est la qualité du projet. Et comment ? En émettant des critiques de façon respectueuse, collégiale, dans lesquelles les sentiments personnels sont mis de côté. Ok, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en œuvre ? Et en fait, Monsieur Weinberg nous propose toute une liste de principes qu'on peut essayer d'appliquer pour améliorer nos attitudes. On en a choisi quelques-uns avec Pauline qu'on va vous présenter, qui nous ont semblé intéressants. Donc le premier, comprenez et acceptez que vous ferez des erreurs.
Reconnaître que vous ferez des erreurs, c'est aussi reconnaître que les erreurs, en fait, c'est un processus du développement logiciel. Donc il y aura des erreurs, il y aura des faux pas, il y aura des décisions malheureuses qui auront été prises. C'est quand même assez inévitable. Et le fait de considérer les erreurs comme des opportunités pour apprendre plutôt que comme des sources de honte ou de blâme, eh ben, ça nous permet d'aborder la résolution de façon plus positive et puis d'être plus ouvert et réceptif aux solutions et puis éventuellement de tirer des leçons et pourquoi pas aussi les partager. Et puis si c'est la culture adoptée par toute l'équipe, eh ben, on peut se sentir plus en sécurité et puis pourquoi pas aller explorer aussi des nouvelles choses sans avoir peur de se faire blâmer parce qu'on a fait des erreurs. Vous n'êtes pas votre code, donc ça c'est un des principes les plus célèbres, je pense, de l'Egoless Programming. Vous n'êtes pas le code que vous écrivez, vous n'êtes pas la user story que vous écrivez. Il n'y a pas de rapport entre le code que vous produisez tout de suite et votre valeur personnelle, parce qu'en fait votre code est influencé par plein de contraintes et de facteurs et il ne peut pas refléter votre valeur, quoi. Et du coup, se détacher de son code et avoir un état d'esprit plus ouvert, ça permet d'être déjà ouvert aux commentaires et d'améliorer son travail de façon un peu plus efficace. Un autre principe aussi qu'on aime bien, ne réécrivez pas du code sans avoir parlé aux autres personnes de l'équipe. Donc ça, ce principe, il souligne l'importance du travail, de la communication et de la collaboration entre toutes les personnes de l'équipe. Le développement, c'est un travail d'équipe avec ses pairs. On ne devrait pas faire des changements de façon unilatérale. On ne devrait pas faire des changements de façon unilatérale ou de manière isolée, parce qu'en profitant de l'expertise de tous, eh ben, on produit un code de meilleure qualité. Traiter les personnes qui savent moins que vous avec déférence et patience, alors ça c'est hyper important. On apprend tous au cours de notre vie. Et du coup, rabaisser et rejeter ceux qui ont moins de connaissances que vous, eh ben, ça fait de vous des connards. Non, je rigole. On cherche plutôt à favoriser un état d'esprit, d'empathie et de respect parce que le but, c'est de progresser tous ensemble. Et la revue de code, c'est un exercice pour améliorer l'équipe et améliorer le travail qu'on fournit tous ensemble. Donc, si vous êtes plus expérimenté, partagez vos connaissances et soutenez vos collègues, en fait, et ça va faire avancer tout le monde vers le haut. Faites pas du nivellement par le bas, quoi. Profitez-en. Et du coup, dans l'équipe, si vous sentez plus valorisé et soutenu, vous allez améliorer la culture de l'apprentissage continu. Vous allez donner aux gens envie de faire du mieux qu'ils peuvent et du meilleur travail. Et vous allez voir qu'en fait, ça va être tout seul. Les revues, elles vont devenir plus légères parce que de base, le travail est meilleur parce que les gens se sentent en confiance et ont envie de faire un bon boulot. Combattez pour vos idées, mais acceptez la défaite avec bienveillance. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Parce que égoless, ça ne veut pas dire avoir zéro ego et dire oui à tout. C'est défendre ses idées. Si vous pensez que votre solution, elle est meilleure, défendez-la avec hargne et passion. Vivez-le. Et si l'équipe, elle estime qu'il y a une meilleure solution et que la décision, elle est collégiale, vous êtes une démocratie, sauf si vous êtes lead, vous pouvez choisir de « non, c'est ma solution ». Mais quand même, essayez d'accepter, comme ça ne crée pas de frustration dans l'équipe, même si vous êtes un peu frustré sur le coup. Mais au moins, l'équipe, elle est contente parce que vous avez tenu compte de ce qu'ils vous ont dit, des retours qui ont été faits. Et c'est hyper chouette. Et ça vous encourage quand même à défendre vos idées, vos opinions, mais en restant ouvert à des perspectives nouvelles. Et c'est chouette parce que du coup, il y a du débat dans l'équipe. Et on peut souligner comme ça les points de douleur potentiels dans le projet. Et critiquez le code à la place des gens. Soyez gentil avec le développeur, mais pas avec le code. Alors celui-ci, c'est mon chouchou. C'est... En fait, le code, si le code est nul, il est nul, mais ça ne veut pas dire que la personne qui l'a développé est nulle. Vous pouvez être un très bon développeur et être une mauvaise personne, et des fois être hyper gentil, mais être nul. Voilà, mais les deux cas, ça marche aussi, vous pouvez être très gentil et très bon. Et ça a juste que le code, s'il est mauvais, il est mauvais, donc on peut le dire à la personne, ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, on se concentre ses critiques sur le code, on est factuel. C'est pas juste si votre collègue que vous aimez pas trop, il a fait du très bon code, et tant pis, vous n'allez pas le piquer à travers son travail et à travers votre revue de code. Si vous avez des problèmes à régler, réglez-le en dehors, quoi. Mais la revue, c'est pas le moment de
régler ces problèmes. Et vraiment, on fait des commentaires réfléchis, et on pousse au meilleur, on trouve les solutions alternatives. On essaye de créer un environnement sain où on peut échanger et faire progresser tout le monde dans l'équipe. Vraiment, on se tire vers le haut et on améliore tout ça. Alors, il existe beaucoup d'autres principes que je vous invite à regarder si le sujet vous intéresse. Il y a des articles ou des conférences sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir. Ce qu'on peut retenir, on va chercher à faire en sorte que notre ego ne nous contrôle pas dans nos interactions avec nos collègues. En groupe, on produit les meilleures choses. Et en faisant preuve d'empathie, comme on a vu avec tous les principes qu'on vous a détaillés, on crée un environnement où on se sent en sécurité, où on progresse, où on fera de notre mieux et où la qualité globale du projet sera meilleure. Alors maintenant qu'on a parlé d'attitude, avec Pauline, on vous disait que pour nous c'était un prérequis avant toute tentative de communication écrite. On peut réfléchir à la façon dont on peut formater, écrire nos commentaires pour qu'ils soient plus efficaces. Donc on vous propose de parler d'un standard qui nous aide à écrire des commentaires plus clairs et visuels pour limiter les incompréhensions et pour réfléchir à l'intention avant de publier son commentaire. On a demandé à notre réseau des exemples de commentaires qu'ils auraient reçus lors de certaines revues de code et qui les auraient particulièrement blessés ou vexés. Et on en a reçu quelques-uns, on a dû faire une petite sélection, ça a été très dur mais on y est arrivé. Alors, à refaire, un peu laconique. Oh my God. Alors là, oh my God, difficile de savoir si c'est vraiment magnifique ou si c'est plutôt quelque chose d'horrifié. J'aurais pas fait ça comme ça, t'aurais fait comment bip. Voilà, et le petit passif agressif, tu peux m'expliquer à quoi sert cette méthode où on n'a aucune info, on ne sait pas si c'est une question qui est posée hyper gentiment parce que la personne elle n'a pas compris, ou juste notre travail il n'est pas tip-top et on a fait du travail inutile. Alors on pourrait être tenté de rajouter des emojis pour essayer de clarifier l'intention. Vas-y, fais voir. À refaire. À refaire avec un petit binocle, là c'est pas très clair. Le oh my god, on sait toujours pas si on est subjugué ou terrifié. Alors comme dirait Anne-Laure, combustion instantanée pour le j'aurais pas fait ça comme ça avec le regard de travers. Et tu peux m'expliquer à quoi sert cette méthode avec un sourcil levé? Moi franchement je pense que je retourne mon PC et je rentre chez moi, clairement, ça m'énerve de ouf. Bon, on a forcé un peu le trait, mais vous voyez, l'idée, c'est que la communication écrite, elle peut être ambiguë et selon dans quelle position on est, dans quelle attitude on est, on peut la recevoir de différentes façons. Alors, par contre, on peut s'entraîner à rajouter un petit préfixe avec une catégorie. Et là, on voit déjà que l'intention, elle est un peu plus clarifiée et elle peut changer le ton. Donc là, le « à refaire », ça devient une issue, donc un petit point bloquant qu'il faut refaire. Praise pour éloge, oh my god, là du coup le oh my god ça devient quelque chose un remerciement, une éloge, voilà c'est génial ce que tu as fait et puis voilà le ton carrément différent. Le j'aurais pas fait ça comme ça qui devient un saute, donc une pensée. Donc là tout de suite en fait c'est que la personne avait potentiellement imaginé une façon de faire et que c'est peut-être pas celle qui voyait que nous avons choisi. Et on élucide enfin ce petit passif agressif, tu peux m'expliquer, qui devient en fait une pure question, juste la personne elle n'a pas compris, elle a besoin qu'on lui explique. On a déjà du coup désamorcé pas mal de conflits, il me semble, avec ça. Et du coup, on en vient au format du standard. Donc vous l'aurez compris, le fameux petit mot préfixe que nous on a ajouté, donc ça sera le label, c'est l'étiquette, c'est pour signifier de quel type de commentaire il s'agit, c'est l'intention principale du commentaire. Les décorations, ça va vous permettre de dire plus d'indications, donc entre parenthèses et séparées par des virgules. Donc ça peut être bloquant, non bloquant, test. En fait, vous personnalisez un petit peu. La discussion, c'est pour rajouter du contexte. Vous pouvez mettre, vous savez, les patchs quand vous faites des suggestions de code par rapport à ce qui a déjà été fait, les prochaines étapes ou même une heure de rendez-vous si vous voulez en discuter avec la personne en vrai. Et le subject, ça c'est le sujet, c'est ce que vous voulez signaler. Donc les labels, on a choisi de vous en présenter quelques-uns. Donc le praise, qui est l'éloge,
c'est pour souligner quelque chose de positif. Et là, c'est hyper important d'être sincère. Je pense personne n'a envie de recevoir des compliments cyniques, en fait. Bravo, c'est bien de la merde ce que tu as fait. Donc voilà, on fait des éloges sincères et si vous avez rien de gentil à dire, l'utilisez pas. Vaut mieux ne rien dire qu'être second degré sur ce type de commentaires. Les suggestions, donc ça, c'est vraiment des améliorations au sujet actuel. Si vous êtes en train de relire l'APR et vous dites « Ah tiens, t'aurais pu faire comme ça ». Donc ça peut être bloquant si vraiment vous trouvez que c'est vraiment pas bon ce que la personne elle a fait. Mais par contre, vous enrichissez beaucoup avec la solution, avec ce que vous auriez mis, pourquoi vous pensez que c'est pas bien. Et on utilise les patchs et on utilise les décorations. Et vous avez commencé de comprendre la suite. L'issue, donc là, c'est bloquant par définition, donc vous n'avez pas besoin de mettre que c'est bloquant. Ça, c'est vraiment le gros bug. C'est le truc qui va péter la prod, on va ramener les croissants. Il faut coupler ce commentaire avec une suggestion souvent ou avec la façon de le réparer ou prendre la personne à part, lui dire « Écoute, là, c'est vraiment bloqué, il faut qu'on fasse quelque chose ». Le saut, c'est l'idée qui a surgi pendant que vous relisiez l'APR. Ça peut être « Ah ben tiens, en fait, là, tu pouvais faire un design pattern comme ça, mais ta solution, elle marche ». Et du coup, c'est extrêmement riche et ça peut amener plein de possibilités de mentorat parce que des fois, si c'est un junior, il a peut-être fait un truc sans s'en rendre compte. Et du coup, vous allez pouvoir l'aider à réaliser avec ce genre de commentaires. C'est extrêmement précieux et c'est pas bloquant par nature. Voilà. Et du coup, le à refaire qui n'avait ni queue ni tête, puisqu'on ne sait pas ce qu'on doit refaire, mais en fait, ça devient un to-do. Et ici, c'était une condition qui était mal écrite. Et du coup, là, Anne-Laure, par exemple, elle m'a très bien expliqué ce qu'il fallait faire. Et elle a mis le petit patch avec la suggestion de réparation qu'on pouvait faire. Le « j'aurais pas fait ça comme ça », qui était un commentaire aussi pas très utile, ça devient une pensée. Et dans ce cas-là, on aurait pu utiliser justement un design pattern. Et puis en plus, elle nous joint la doc avec. Donc ça, c'est super. Ça, c'est hyper riche, puisque la personne, elle va aller voir, elle va prendre le temps de réparer son truc, elle va faire ça bien. Et du coup, en fait, en préfixant le commentaire avec cette catégorie, l'intention, elle change totalement et le ton, il change. Et du coup, on souffre moins. Parce que la compréhension du commentaire, elle est facilitée juste en regardant le label, vous savez de quel type de commentaire il s'agit. La catégorisation, du coup, elle rend le retour plus lisible, parce que vous savez si vous allez devoir le traiter tout de suite si c'est bloquant, ou pas tout de suite si ça ne l'est pas. Ça peut amener aussi à des discussions ou à des points techniques avec l'équipe. Vous allez discuter d'une optime parce que finalement, un truc que vous avez fait, votre collègue, il a souligné qu'on pouvait le faire autrement et peut-être que ça s'applique au reste du projet. Et on limite du coup les quiproquos, les pertes de temps sur les commentaires non prioritaires. Et surtout, c'est fini de vexer Cathy, notre collègue préférée. On arrête de lui faire de la peine avec des commentaires un peu nuls. Du coup, c'est hyper bien parce qu'on ne réfléchit plus à ce qu'a voulu dire notre collègue et juste on est efficace. Donc comment on peut le résumer? C'est réfléchir à l'intention. Si vous ne trouvez pas de label, par exemple, qui correspondent aux commentaires, peut-être que le commentaire il n'est pas si utile que ça. Et du coup, on s'auto-censure si c'est pas factuel, si c'est juste dire un truc pour dire un truc, ça n'a peut-être pas de plus-value. Donc on s'auto-censure et on réfléchit vraiment à l'intention, c'est hyper important. Vous allez me dire, c'est trop long. Déjà, une revue, ça prend plein de temps. Si en plus, il faut faire tout ça, on n'en finit plus, quoi. Du coup, sur GitHub, il y a un truc magique qui s'appelle les Saved Replies. Vous allez remplir votre petit template et en cliquant sur la petite flèche qui est entourée en rouge, et du coup, vous allez avoir toutes vos réponses favorites qui apparaissent et après, vous avez juste à compléter. Voilà, je ne vais pas vous apprendre à faire une revue. Il y a aussi des extensions qui existent dans Chrome ou Firefox si vous utilisez GitLab qui n'a pas les Saved Replies. Voilà. Ça marche bien aussi. Et surtout, on s'approprie la méthode. Parce que c'est hyper important. OK, il y a un standard qui définit des labels et tout, mais peut-être qu'ils ne vont pas correspondre à votre équipe, votre entreprise ou à vous. Et du coup, vous pouvez faire comme chez les calcifères. Rappelez-vous, dans mon intro, j'ai dit que j'étais bruyante. Nous, c'est fini les praise, on n'a pas d'éloge. Chez nous, on applaudit bien fort. Donc, on a gardé après le nitpick qui signifie tatillonnage. On a toujours la suggestion, l'issue, la question, to do et la typo. Et à côté, ce qui est flouté en blanc, en fait, c'est toutes nos petites définitions que nous aussi, on a retravaillées et qu'on s'est appropriées parce que pour nous, les définitions fournies par le standard, elles ne correspondaient pas forcément. Donc vraiment, on a retravaillé pour que ça soit comme nous, on veut que ce soit. En plus, comme on est des gens super sympas, en plus, on a tout notre template qui la personne, elle ira remplir sur son profil GitHub pour les Saved Replies. Et comme ça, toute l'équipe, elle est ISO et on a tous le même standard, on a tous la même base de communication.
Donc, fini les quiproquos et les malentendus. Mais quand même, des fois, on souffre, et du coup, alors Bah oui, malgré tout, donc on a parlé d'attitude, on a parlé de commentaires plus efficaces, mais malgré tout, eh ben, on peut quand même souffrir dans les équipes à cause de la revue de code. Les pull requests s'entassent, personne ne les regarde, les échanges asynchrones sont énormes, bref, ça marche pas. Ça arrive. Voilà une petite image de Pauline qui attend qu'on review sa PR en grande souffrance. On finit comme ça après. Finit comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas que la revue de code dans la vie, il n'y a pas que les échanges asynchrones. On peut basculer en mode synchrone pour certains besoins ou même pour tout le temps. Il y a des équipes qui sont en général en synchrone quand ils travaillent. Donc, on peut réduire les échanges asynchrones. Donc, déjà, quand on est sur une revue de code qui devient longue, etc., compliquée, eh ben, on peut faire une pair review. Donc, on se met à côté de son collègue et puis on voit les points, on les résout et après, c'est prêt à partir. On fait de la mob review donc avec toute l'équipe, parce qu'il y a aussi l'intérêt de pouvoir aussi diffuser de la connaissance. Ça aussi, ça peut être intéressant. Et puis, on peut complètement supprimer la revue de code en travaillant en pair programming, en mob programming. Nous, dans nos équipes, on le fait beaucoup, en plus de la revue de code qu'on poursuit, mais c'est des choses qu'on fait aussi très régulièrement. Alors, malgré tout, nous, on est là pour vous parler de revue de code. Et donc, quand ça coince, on a des solutions. Et la solution, c'est la théorie des calcifères. Du coup, on est une jeune équipe, on a fêté nos 1 an au mois d'avril. Et du coup, on s'est cherché, et puis on a eu des nouveaux. Au début, on était 2, puis on était 3, et puis on était 4. Et en fait, d'un coup, la revue, ça a commencé à bloquer. Notre lead, elle en faisait un peu moins. Puis nous aussi, on en faisait un peu moins, ou alors elle était nulle. Du coup, on se retrouvait à corriger. Enfin, vous connaissez la chanson. Et du coup, on s'est dit, en fait, la revue, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, il faut être rigoureux et il faut l'entraîner. Et ça demande de la discipline, parce que des fois, on n'a pas envie, mais il faut le faire, parce que ça fait partie du taf, c'est le jeu. Et du coup, comment entraîner son muscle? Donc, avec Anne-Laure, on a identifié pour nous 2 leviers possibles, 2 leviers principaux qui vont être trouver son rythme et prioriser. Donc, trouver son rythme, on est tous plus ou moins, soit du soir, soit du matin. Moi, le matin, je sais que je suis fraîche, donc j'aime développer à fond, j'aime faire toutes les tâches difficiles. Puis l'après-midi, je suis un peu plus cool, donc j'aime bien lire du code, prendre le temps, comme ça je peux poser des questions, on va boire un café, on discute. Et tous les jours ou non, alors après ça c'est un peu à votre discrétion. Nous, on est en méthode agile chez Bedrock, donc on fait des sprints de 15 jours. Donc forcément, pour prioriser, souvent si c'est la fin du sprint, je regarde... Pardon, donc oui, ça c'est un extrait de nos calendriers. Voilà, donc Anne-Laure c'est le matin et moi c'est plutôt l'après-midi. Mais en vrai, je me bloque jamais du temps comme ça, je le fais dans ma journée. Et du coup, on peut prioriser soit avec les délais respectés, donc comme j'étais en train de le dire, avec la fin du sprint. Si je viens de prendre une nouvelle US et qu'il reste 2 jours de sprint, qu'il y a 15 US à review, je vais review. Même s'il n'y en a qu'une, on la review, on aide les copains à livrer au maximum. Le but, c'est de livrer. Du coup, notre travail, si notre US elle est loin d'être finie, vous doutez bien que je vais privilégier la review. La taille du delta du code, c'est important aussi, ça vous permet déjà d'estimer à peu près combien de temps il va vous falloir. On ne travaille pas tous au même rythme. Bon, après, si c'est 1000 fichiers, mais il y a une ligne qui a été changée, c'est l'image Docker qui a été mise à jour. J'avoue qu'on va passer vite fait, on va juste checker qu'il n'y a pas de régression. Mais voilà, la taille du delta du code aussi, ça peut vous aider. Et on a certaines équipes chez Bedrock qui ont un bot qui labelle les PR en fonction de la taille du delta du code. Moi, dans mon équipe, on ne le fait pas. C'est un peu à la discrétion de chacun. Et parfois, on a des crampes. Même si on est rigoureux dans notre musculation, on fait de la mauvaise qualité de revue. Et en fait, pour ça, il va falloir accepter d'y passer du temps. Pour faire une bonne revue, ça prend du temps. Et ça, c'est un truc qu'il faut accepter en tant que personne. Il faut que votre manager il accepte aussi que s'il veut une bonne review, vous allez passer du temps. Moi, c'est pas rare que j'y passe une après-midi ou une matinée parce que je suis encore junior, donc des fois, je comprends pas, donc je vais regarder sur Internet la doc, le machin, le truc. Du coup, on prend beaucoup de temps. On a un maître mot aussi dans mon équipe, c'est qu'on teste. Et alors, à la différence de l'équipe d'Anne-Laure, des Picsou, où c'est le développeur qui teste son code, nous, c'est toute l'équipe en plus aussi qui fait tous les tests fonctionnels, en plus des tests qu'on a écrits, donc les tests unitaires, les tests Gherkin, tous les tests d'intégration, etc., que vous pouvez avoir. Et bien sûr, après, il y a la validation par le product owner. Donc vraiment, on teste à fond. Si, par exemple, petit conseil pour les juniors,
Si vous n'êtes pas à l'aise, que le code, vous y comprenez pas trop grand-chose, au moins testez hyper rigoureusement, vous allez peut-être voir des trucs et penser à quelque chose que la personne qui a développé n'a pas pensé. On est souvent dans un tunnel de dev et des fois, on loupe des choses. En cramp, parfois, il y a toujours les mêmes personnes qui font de la revue. Je pense que vous avez peut-être déjà ressenti le sentiment de, vous voyez, vos collègues, ils passent en revue plein d'US, puis vous êtes toujours là à courir, punaise, il me reste encore de la revue à faire. Oh là là, mais j'en ai plein. Alors, ça arrive. Ou alors, la responsabilité, elle est uniquement sur les épaules des leads. Ce n'est pas des situations qui sont vivables ni pour l'équipe, ni pour les personnes qui le subissent, quoi, parce que on aime tous dev, on est dev pour faire du développement, pas pour faire de la revue à 100%. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est de définir des objectifs communs avec l'équipe et d'adopter des méthodologies simples et faire des ateliers, en fait, pour évoluer et pour vraiment partir dans une marche collective. Vous l'aurez compris, vraiment, notre but, c'est d'améliorer l'équipe. Du coup, si on se définit tous des objectifs, savoir ce qu'on attend de la revue, forcément, ça va aider parce que tout le monde va avancer dans ce sens-là. Et puis, des fois, y a des débutants qui sont super timides et j'y reviendrai un peu à la fin. Donc, pour soulager vos crampes, vous allez pouvoir faire des ateliers dédiés à la revue de code. Nous, quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'est comme pour les user stories, c'est de définir une definition of done. Donc ça, c'est si vous êtes développeur, à quel moment j'estime que je passe ma PR en revue sans faire perdre de temps en fait à mes collègues, quoi, où j'ai réglé toutes les indentations, toutes les erreurs de typage, tous les trucs. Ma PR, elle est propre. La definition of ready, ça c'est plus pour le reviewer, à partir de quel moment j'approuve une PR, quels sont les critères dans l'équipe pour que j'accepte. Ensuite, on discute des attendus, c'est hyper important, et surtout, on explicite le but de la review tous ensemble et à l'aide de la documentation de l'équipe pour s'aider. Du coup, Anne-Laure, explicite-nous tout ça. Alors oui, en effet, quand on attend de nous quelque chose sur lequel on ne sait pas exactement ce qu'il faut qu'on fasse, ça peut être une source de souffrance et ça peut être compliqué pour tout le monde, et ça peut être une raison des crampes. Du coup, expliciter ce qu'on attend vraiment de nous quand on soumet une pull request ou quand on est reviewer, ça a toute son utilité. Alors, quand on est l'artiste, c'est-à-dire qu'on est la personne qui a fait le développement, on peut imaginer que quand notre code est prêt à être review, c'est qu'on a une implémentation technique à la solution. Voilà, ça marche. On a une réponse métier aux besoins, ça correspond à ce qu'on cherche. Mais entre ces deux assertions, il y a une très très grande possibilité de... Enfin, il y a de très grands niveaux de qualité ou de... on n'a pas tous la même vision de quand est-ce que c'est prêt. Donc l'explicité, ça permet de gommer toutes les petites questions qu'on peut se poser. Par exemple, avant de soumettre notre code, on peut vérifier que notre code respecte bien le standard défini par l'équipe, qu'on s'est bien relu, que ça a bien été testé en local, qu'on est bien un jour de la branche principale, que la CI est bien toute verte, les tests passent, etc. Tout va bien. Voilà, ce sont des petits exemples. Et pour la partie fonctionnelle, on peut estimer que on est prêt à être review quand les critères d'acceptance de la user story ont bien été implémentés, qu'on a une méthode pour tester le code pour nos pairs, pour les personnes qui relisent le code. Si vous arrive quoi que ce soit, un départ en vacances ou quelque chose d'inopiné, ça peut être sympa. Et puis qu'éventuellement, vous avez écrit une doc si la feature le demande. Le demande. Alors, évidemment, ça fait potentiellement beaucoup de choses dont il faut se souvenir, ce qui est absolument pas forcément souhaitable d'avoir tout dans la tête. Donc, on peut s'aider pour rendre ça un peu plus fluide. Nous, on utilise des templates par défaut, donc quand on publie notre pull request, avec plein de listes de cases à cocher, des descriptions à fournir, et puis éventuellement des sections avec des choses optionnelles ou obligatoires pour nous obliger à y penser. Un petit exemple de template avec des sections pour mettre le lien vers la user story, expliquer ce qu'on a fait, une liste de petits to-do obligatoires et optionnels, et puis des sections aussi pour expliquer aux personnes comment tester le code, comment tester par exemple l'API avec l'outil que vous utilisez, etc. Et quand on édite, on peut aussi voir des commentaires, donc avoir des liens par exemple vers de la documentation où vous avez des infos supplémentaires à donner à l'attention de la personne. Pour les personnes qui débutent, ça peut être
ça peut être utile d'aller se référer à la doc quand ils en ont besoin. Voilà. Voilà un petit exemple de vraie-fausse feature avec le template rempli. Donc là, on explique ce qu'on fait. On a créé un petit plugin pour savoir si c'est une photo d'un chat ou d'un chien. C'est absolument nécessaire. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Des petites cases cochées, des liens pour savoir comment tester, etc. Et puis aussi le petit plus que nous on demande dans les équipes, c'est la moindre des choses, c'est de rajouter une petite photo d'animaux mignons dans l'APR pour nous rendre tous heureux. Moi, c'est le plus important. Si ça y est pas, je refuse. Du côté de la personne qui relit le code, et ben aussi on peut avoir notre propre petite checklist, enfin une checklist partagée avec l'équipe, mais qu'on peut aussi cocher. Alors est-ce qu'on a bien compris le code? Pour ça paraît stupide à dire, mais c'est quand même assez nécessaire. Est-ce qu'on a bien posé des questions? Revérifier que le CID est bien ouvert, ça c'est la partie facile. Est-ce qu'on a cherché des simplifications dans le code? Est-ce que le nommage est facile à comprendre? Est-ce que le standard de code de la team est bien respecté? Bon, ça c'est des exemples un peu plus tech, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça dépend de chaque team, mais voilà, c'est l'idée. Est-ce qu'on a bien des tests qui sont présents, etc. Et donc là aussi, toujours avec empathie, on revient à ce qu'on disait en prérequis, donc d'adopter une attitude correcte pour faire donc nos retours. Alors voici, ça c'est un exemple de l'équipe des calcifères. Donc eux, ils sont rajoutés des cases à cocher. Donc qu'on soit le développeur ou la développeuse qui a proposé le code ou la personne qui relit, il y a les rappels des principaux, on va dire, des principales obligations avant d'estimer que notre code est prêt à être lu, ou alors que cette pull request c'est ok, je valide, j'ai bien vérifié tout ça. L'idée étant d'avoir des mémos pour pas passer son temps à aller vérifier dans la doc. Et le reminder, t'as vu? Et le reminder. Très important. Bravo l'équipe des calcifères, voilà. Be mindful and kind. On a bien écouté les confs. Enfin, pour accompagner les débutants, donc moi j'ai fait de l'alternance, puis pendant cette alternance, les revues de code, je faisais un peu l'autruche, ça n'existait pas pour moi, il y avait toujours les autres, oh, c'est dommage, il a review à ma place. Oh, c'est parfait. Et du coup, quand là je suis arrivée dans l'équipe et puis qu'il n'y avait que Malid et moi, et puis qu'il est arrivé un troisième développeur où il nous faut 2 approuves, en fait j'ai pas eu d'autre choix que de m'y mettre. Et au début, je n'osais pas, je me disais oui, mais c'est des gens, ils ont une dizaine d'années d'expérience, moi qu'est-ce que je vais trouver à redire à leur code? Rien. Et en fait, si, il y a plein de petits trucs. Donc déjà, point numéro 1, c'est que j'étais hyper encouragée par ma lead et par mon équipe. Et ça, c'est hyper important d'encourager vos juniors en disant allez, vas-y, n'aie pas peur, ose. Déjà, accepter d'y passer du temps, moi, ça me prend beaucoup plus longtemps pour une même PR encore aujourd'hui que mes collègues. Et c'est OK, c'est normal. On ne travaille pas tous de la même manière, on n'a pas tous le même cerveau. Et quand on ne connaît pas trop, des fois, il faut aller voir des trucs parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Donc, c'est ce que je vous disais, je vais voir la doc, je me renseigne, je regarde une vidéo, j'apprends. Je fais des petits pas, des fois, je vais la commencer, et puis je vais en comprendre une partie, et puis en fait, après, je vais en avoir un peu marre ou c'est trop long, je suis en train de me perdre, donc j'arrête, et c'est OK. Je reformule aussi. Reformuler, ça aide vachement. Quand la personne, une fois, j'avais l'impression de rien avoir compris. Puis en fait, j'ai pris la personne qui avait fait l'APR et je lui ai dit, écoute, est-ce que là, tu as fait ça, ça, ça et ça? En fait, ça marche comme ça. Il me dit, pourquoi tu m'as dit que tu avais besoin de me parler, que tu n'avais pas compris? Il me dit, c'est ça. Et en fait, ça peut aider aussi de formaliser. Vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire à l'écrit. Si dans un premier temps, pour vous, la revue orale, c'est plus simple, faites de la revue orale. Les personnes plus expérimentées, je m'adresse à vous, mais montrer l'exemple, c'est hyper important. Dire à votre débutant en review, viens, assieds-toi à côté de moi, on fait la revue ensemble, et partager tout ce qui vous passe par la tête. Pourquoi là, vous mettez un commentaire? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous aide pas? Et du coup, moi, j'ai réussi à établir une petite feuille de méthodologie où des trucs des fois bêtes, mais vérifier que la description, elle est remplie, vérifier que c'est pour les bons clients, vérifier plein de petites choses, mais en fait, qui mises bout à bout, elles aident et que des fois, dans un tunnel de dev, on peut laisser passer. Ce qu'on tient à vous rappeler avec Anne-Laure, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, on est venu vous présenter ce qui marche pour nous. Et il n'y a pas que la revue de code qui existe, il y a d'autres solutions.
Surtout, la bonne solution, c'est celle qui vous rend tous confortables dans l'équipe et qui vous permet d'être efficaces tous ensemble et de faire du bon boulot tous ensemble. On cherche des améliorations et surtout, restez pas en souffrance parce que peut-être que si vous souffrez, il y aura probablement d'autres gens dans l'équipe qui souffrent ou qui sont pas conscients que vous souffrez. Et s'ils ont un minimum de qualité humaine, quand vous allez leur dire c'est dur pour moi, ils vont dire ah ok, comment on peut faire mieux? Et du coup, on peut faire mieux en réfléchissant tous ensemble. Avec la revue de code, on améliore surtout l'équipe. Si vous améliorez votre process de revue de code, vous allez améliorer l'équipe parce que ça va fluidifier, vous allez mieux communiquer ensemble et vous allez plus facilement vous dire les choses, y compris en dehors de la revue de code. Et ça, c'est chouette. On vous remercie. Merci beaucoup. Et j'espère que j'ai vexé personne avec mes petites vannes. Merci beaucoup. Vous pouvez nous laisser des feedbacks. Et en fait, on est allé extrêmement vite. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans la citronnade de Estelle, mais apparemment, on a